Alors, pour ma part, moi je vais essayer en fait de continuer sur les deux talks précédents. Donc le premier c'était plutôt une introduction, le second comment est-ce qu'on fait pour justement développer une application facilement en Flutter. Moi je vais essayer d'avancer sur quelques concepts, peut-être quelques questions que vous avez, notamment ce qu'on voyait tout à l'heure, comment est-ce qu'on gère la partie Android, comment on gère la partie iOS. Alors, déjà juste dans un premier temps, qui je suis à la base, je suis développeur Android et je me suis mis à Flutter juste pour info en début d'année. Et si ça peut vous aider, si ça peut vous convaincre, je m'y suis mis donc il y a très peu longtemps et j'ai déjà des clients qui sont intéressés par faire du Flutter. Donc voilà, c'est vraiment à la fois quelque chose qui est intéressant par les développeurs, mais qui est aussi demandé par les clients. Donc, et en parallèle, j'ai aussi créé un compte Twitter qui s'appelle FlutterDev, Flutter France, peu importe, dans lequel en fait j'essaye de retweeter des articles qui sont intéressants, et donc voilà, n'hésitez pas à le suivre. Si vous voulez aussi savoir quand est-ce qu'il y a des meet-up en dehors de Paris, parce que il n'y a pas que Paris. Donc il y en a un à Lille, comme on a dit au début. Il y en a un qui est en train de se créer aussi à Lyon. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à le suivre ou pas, comme vous voulez. Alors, exactement, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, dans un premier temps, justement, comment est-ce qu'on gère le code Android, le code iOS, parce que jusqu'à présent, on n'a fait que du Dart, mais on a peut-être envie de manipuler directement le code qui est sur Android ou qui est sur iOS. Ensuite, on va plutôt parler des dépendances, donc ce qu'on appelle les packages. Et ensuite, une question un peu plus générale pour, en gros, qu'est-ce que c'est que Flutter aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est son avenir? Parce que pour info, Flutter, c'est encore une bêta. Alors, est-ce que ça vaut le coup de vous mettre à Flutter ou pas? Juste, sans faire de spoiler, j'ai déjà des clients qui en font, donc en soi, à la fin, je vous donne une partie de la réponse. Donc, dans un premier temps, comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec Android ou iOS? Donc, on l'a vu juste dans le projet qu'il y avait sur IntelliJ. Automatiquement, quand vous allez créer un projet Flutter, vous allez vous retrouver avec un dossier Android, un dossier iOS. Dans ces dossiers Android, dans ces dossiers iOS, vous allez retrouver l'architecture d'un projet classique Android iOS. Donc par exemple sur Android, vous allez retrouver un Gradle, des activités, l'Android Manifest, etc. etc. C'est tout simplement que c'est créé automatiquement. Pour ce qui est de la partie Android, donc qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous avez une activité qui est créée, qui est étant Flutter Activity, et qui affiche une Flutter View. Et de la même manière, quand on est sur iOS, on a un AppDelegate qui affiche un Flutter View Controller. Ces deux éléments-là, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils vont communiquer avec notre partie en Dart, la partie qu'on a fait la démonstration jusqu'à présent. Alors, si on veut justement faire du code spécifique pour chaque plateforme, on va tout simplement utiliser une sorte de bus. Donc le principe c'est quoi? C'est le code en Dart, il va envoyer une requête soit Android, soit iOS, et ensuite on va recevoir une réponse. Ce truc-là, c'est tout simple, ça s'appelle un méthode channel. Qu'est-ce qui va être renvoyé? Soit un résultat, imaginons, dans l'exemple que je vais donner tout à l'heure, c'est par exemple l'état de la batterie, ça va nous renvoyer un entier qui dit la batterie est à tel niveau. Ça peut renvoyer une erreur, par exemple vous n'avez pas la permission, ça vous renvoie une erreur, ou non implémentée, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Entre les parties iOS et les parties Android, vous pouvez faire passer tous ces types-là. Donc en gros, ça veut dire tous les types assez génériques, sauf bien évidemment les objets custom que vous pouvez créer. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer ce méthode channel? Ça va être très simple, ça se fait en plusieurs étapes. Déjà, on va commencer par le code en Dart. Donc côté Dart, vous allez simplement créer un objet qui est de type méthode channel, et ce méthode channel, on va lui donner un nom. Alors ce nom, il n'y a pas vraiment d'obligation en termes de nom qu'il doit apporter, mais généralement, ça ressemble en quelque sorte au début à un package name, un slash et la fonction de ce que fait ce channel-là. Ensuite, côté Dart, imaginons qu'on va récupérer sur Android ou sur iOS l'état de la batterie. Qu'est-ce qu'on va faire? Sur le channel, on va invoquer une méthode, et cette méthode, en l'occurrence, je l'ai appelée getBatteryLevel. Et donc, autant ce qui est écrit en haut, FlutterParyTest et getBatteryLevel, ces deux éléments-là, on va les retrouver à la fois sur Android,
à la fois sur iOS. Et donc là, côté Dart, c'est tout ce qu'il y a à faire, vous n'avez qu'à attendre et vous allez recevoir une réponse. Ce qui est important ici, c'est que quand on invoque quelque chose sur un channel, il faut bien le mettre en await. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si votre code Android, votre code iOS met du temps à répondre, voilà, il faut que c'est asynchrone, ça paraît assez logique. Maintenant, côté Android, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, quand vous allez créer votre projet, vous allez automatiquement avoir une classe qui s'appelle une main activity qui est en Flutter Activity. Et dedans, vous allez avoir une méthode onCreate qui fait à peu près pas grand-chose. Et bien, dans cette méthode main activity, on va justement lui dire écoute ce qui va se passer dans le méthode channel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à la suite ? Tout simplement, on crée un nouvel objet qui est de type méthode channel, dans lequel on indique quel est le channel en question. Et là-dessus, il va y avoir une méthode qui va être appelée. Donc elle s'appelle onMethodCall. Et vous allez avoir deux paramètres. Le premier, methodCall, qui est donc les informations que le code Dart vous envoie. Et un result, qui, comme son nom l'indique, c'est votre code Android, dans ce cas-là, qui envoie le résultat à la partie Dart. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, dans un premier temps, je vais regarder quelle méthode a été appelée. Donc là, en l'occurrence, c'est là où on retrouve notre getBatteryLevel de tout à l'heure. Si toutefois quelqu'un appelle ou X ou Y raison notre channel avec une autre méthode, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on appelle le notImplemented, ce qui va permettre en fait dans le code Dart d'avoir une erreur en disant ça c'est pas géré. Et c'est voilà, là, c'est la première étape. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est justement là où on va appeler notre code Android, notre code iOS, dans lequel on va faire le traitement qu'on veut, peu importe quel type de variable, voilà. Ici, là, je donne donc l'exemple où je récupère un entier. Donc, qu'est-ce qui est derrière la méthode getBatteryLevel ? Ça, je vous laisse imaginer mais on s'imagine que c'est un appel au système. Et ensuite, tout simplement, je vais faire un result.success ou un result.error en fonction du cas de figure. Donc, dans le cas du result success, ça va arriver directement dans le code en Dart. Et quand c'est une erreur, ça va lever une exception. Le petit truc à savoir, et qui est un peu particulier, c'est que quand il y a une erreur, il y a obligatoirement 3 paramètres à passer. Le premier, unavailable, c'est un code. Le second, c'est un message. Et le troisième, c'est un détail. Donc voilà, vous êtes obligé de donner ces 3 paramètres, ils peuvent être nuls, c'est à vous de voir ce que vous envoyez. Je fais une petite remarque là-dessus, les erreurs que vous envoyez, faites attention, lorsque vous faites du code Android et iOS, à envoyer les mêmes messages d'erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, j'utilise dans une de mes applications l'authentification Firebase. Et donc, ce package, qu'est-ce qu'il fait ? Sur iOS, il utilise le SDK iOS, sur Android, il utilise le SDK Android. Mais les développeurs de Firebase, ils se sont dit, ils n'étaient pas d'accord entre eux, et en fait, chaque plateforme renvoie un message d'erreur différent. Donc en gros, quand je reviens dans mon code en Dart, quand je suis sur iOS, j'ai un certain type de message d'erreur, quand je suis sur Android, j'ai un autre message d'erreur. Donc en gros, ce qu'il faut surtout que vous reteniez, mettez tout le temps les mêmes messages d'erreur, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est très embêtant. Et donc là, voilà, c'était tout ce qu'il y avait à faire. On a reçu un message de la partie Dart et on a renvoyé un résultat là-dessus. Ensuite, pour ce qui est de la partie iOS, donc là, c'est pareil, dans la même chose, au lieu d'avoir une activité, on a un appDelegate, dans lequel vous avez tout ce code-là qui est affiché dès le départ. On va là aussi créer un Flutter Method Channel dans lequel on va lui donner toujours le nom qui est Flutter Parallel Test. Et ensuite, assez logiquement, qu'est-ce qu'on va faire ? On retrouve notre méthode call, notre méthode result. Et donc on va faire exactement les mêmes opérations. On envoie un résultat qui peut être une erreur, qui peut être un bon résultat ou qui peut alors être non implémenté. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est pas très compliqué et ça marche très bien. Chose à savoir, donc on vous a parlé tout à l'heure du hot reload qui était vraiment une fonction sympa. Par contre, le hot reload, ça ne marche que quand vous modifiez le code en Dart. Quand vous allez modifier le code Android ou le code iOS, là il faut vraiment recompiler l'application et donc les temps pour le coup sont beaucoup plus longs, mais voilà, c'est à savoir.
Donc la méthode channel, c'est dans le cas où vous voulez recevoir une seule valeur. Mais il y a aussi des exemples où vous ne voulez pas recevoir une seule valeur, mais vous allez en recevoir plusieurs. Je vous donne un exemple assez simple. Vous faites une application type Maps et vous avez envie de savoir quand la position de l'utilisateur change. Tout simplement, vous allez vouloir un flux qui vous envoie au fur et à mesure les données à l'intérieur. Donc à la place d'utiliser une méthode channel, on va utiliser un event channel. Donc comment est-ce qu'on va créer ça? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait précédemment, sauf que ici, à la place, on va recevoir non pas un objet en termes de réponse, on va dans un premier temps, donc là la méthode qui s'appelle receive broadcast stream, ça c'est un objet de type stream en Dart sur lequel vous avez plein de méthodes qui sont disponibles, et notamment une qui s'appelle listen, et cette méthode listen, elle va être appelée à chaque fois que quelque chose va être publié sur ce flux-là. Donc ça peut être autant une valeur qu'une erreur. Ensuite, pour ce qui est de la partie Android, donc là, qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc, dans un premier temps, on va rajouter un event channel sur lequel on va à nouveau lui donner le bon nom qu'on a fait en Dart. Et ce qu'on va commencer à faire, c'est se dire que quand on a un flux, déjà, un stream, pardon, on va vouloir appeler cette méthode-là à différents moments. Donc déjà, a priori, notre variable, on se prépare à la mettre en attribut de la classe pour qu'on puisse l'appeler quand on veut. Et justement, vous voyez qu'en bas, on fait un setStreamHandler de this. Tout ça, c'est quoi? C'est une interface. Et sur cette interface, elle va nous donner deux méthodes. Une première qui s'appelle onListen et une deuxième qui s'appelle onCancel. Assez logiquement, le onListen, c'est quand, dans votre code en Dart, vous commencez à vous ouvrez le channel. Et le onCancel, c'est quand l'application se ferme, des choses comme ça. Et donc là, dans ce cas-là, il faudra bien faire attention à killer ce que vous étiez en train de faire. L'exemple qu'on trouve sur le site de Flutter, c'est dans la partie onListen, vous lancez un broadcast receiver. Et dans le onCancel, vous pensez bien à l'annuler pour que vous ne receviez plus les valeurs à l'intérieur. Et donc, ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait dans le onListen? Comme je vous ai dit, on récupère la variable pour l'appeler quand on veut. Et après, on appelle autant de fois qu'on veut la méthode success, la méthode error. Oula, c'est un peu tout décalé. Et dans le onCancel, forcément, notre variable, on la met à nul pour être sûr que c'est bien fait. Alors, ensuite, pour ce qui est de la partie iOS, on va retrouver exactement le même principe. Donc, on crée un event channel là aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur iOS, généralement, ça s'appelle Flutter quelque chose, contrairement à Android, dans lequel on récupère aussi notre attribut. Et donc, le nom des méthodes change un tout petit peu, mais on revient à la même chose. Dans le premier cas, je vais envoyer des valeurs, et dans le second cas, je pense bien à annuler une fois que c'est terminé. Donc voilà, ça c'était tout ce qu'il fallait savoir pour justement, dans votre code, appeler soit d'Android, soit de l'iOS. Ce qu'il faut savoir, et c'est justement la partie package, très souvent ce que vous avez besoin de faire, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait pour vous. Donc vous n'allez pas être nécessairement besoin de le faire, mais bon, tous les cas ne sont pas gérés parmi les dépendances, donc ce sera aussi potentiellement à vous de le faire. Donc ensuite, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle des packages, et d'une manière générale, c'est les dépendances. Alors bon, je ne vais pas vous faire de grands discours. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dépendances dans une application? Vous avez besoin de vues, vous avez besoin de gérer des outils comme Firebase, vous avez besoin des composants, etc. etc. Flutter ne change rien là-dessus. Juste, il y a une toute petite chose à savoir. Il y a une petite différence entre ce qu'on appelle un package et un plugin. Un package, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement une bibliothèque qui contient du code en Dart. Mais nous, en Flutter, potentiellement, on a aussi du code natif qui vient avec. Et dans ce cas-là, ça ne s'appelle plus un package, ça s'appelle un plugin. La seule différence, c'est qu'il y a du code Android ou iOS. Et d'ailleurs, j'en profite pour voir ces slides. Tout à l'heure, je vous ai montré du code en Java pour la partie Android et du code en Objective-C pour la partie iOS. Vous pouvez tout à fait utiliser du Kotlin et tout à fait utiliser du Swift. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc pour ces dépendances,
ce qui est vraiment pratique en Flutter, c'est que vous allez toutes les retrouver dans un seul et même endroit. Inutile de chercher à 50. Vous allez sur cette adresse et vous avez tous les paquets qui se retrouvent dessus. Et ça, c'est vraiment pratique. Alors, imaginons qu'on tombe sur l'authentification Firebase, c'est la fameuse lib dont je vous parlais tout à l'heure qui envoie les messages d'erreur différents. Donc là-dessus, sur chacune des pages des bibliothèques, vous allez retrouver, un peu comme dans un Git, un README, un changelog, et aussi une partie qui s'appelle installing. Et dans cette partie-là, vous allez carrément copier ce qui est écrit dans cette page, le mettre dans votre projet, et automatiquement, ça va récupérer la dépendance pour vous. C'est magique. Après, un truc qui peut être intéressant, imaginons, vous avez plusieurs bibliothèques qui font la même chose. Et vous allez dire, mais comment est-ce que je fais pour décider laquelle il faut que j'utilise? Et pour ça, en fait, le site, il va vous aider, parce que sur chaque application, il vous donne un score. Ce score, il est basé sur 3 éléments. Le premier, c'est la popularité. Donc en gros, au plus d'applications on l'utilise, au plus ce score est élevé. Le deuxième, c'est un indicateur de santé. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça passe un analyseur sur le code, et si toutefois il y a plein d'erreurs, des warnings et tout ça, le score il diminue. Et vous avez aussi un score de maintenance, qui est donc au fur et à mesure du temps, est-ce que vous maintenez jamais votre bibliothèque, ou alors est-ce qu'au contraire vous le faites? Donc ce score-là, il va vous aider à choisir comment ça marche. Alors pour avoir publié une bibliothèque sur le site, généralement cet indicateur il est assez long à se mettre à jour. Donc quand on publie une nouvelle application, on a l'impression vraiment qu'en termes de popularité on est à 0 et que personne nous aime. Mais en fait il faut juste revenir un peu plus tard et la courbe augmente. Donc ça, maintenant, on a vu qu'on était sur le site. Et sur le site, on va récupérer ces dépendances. Mais comment est-ce que ça marche exactement les dépendances? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Dart, ce qui gère les dépendances s'appelle pub, tout simplement. Et donc, dans votre projet, l'endroit où vous allez définir quelle dépendance vous utilisez, c'est dans un fichier qui s'appelle pubspec.yaml. Ce fichier-là, certes, on y définit les dépendances, mais aussi on définit un certain nombre d'autres choses, je vous les montrerai juste après. Et vous avez aussi un fichier qui s'appelle pubspec.lock. Pourquoi? Parce que généralement, en Flutter, ou en Dart en général, quand on donne une version pour une dépendance, on va lui donner un range en lui disant moi je veux que si par exemple c'est la version 0.5.2, l'exemple que je vous donnerai après, si toutefois il y a des versions mineures après, je les accepte quand même. Et donc le fichier pubspec.lock, lui, il vous permet de savoir réellement quelle version des dépendances est intégrée dans votre projet. C'est un fichier généré. Bon, alors je sais que vous en mourrez d'envie. À quoi ça ressemble un pubspec.yaml? Ça ressemble à ça. Tout simplement, on va retrouver le nom de votre application, éventuellement une description, mais ce n'est pas vraiment utilisé. Et bien évidemment, on retrouve notre élément de dépendance. Automatiquement pour vous, vous allez retrouver une partie dédiée à Flutter. Et aussi, alors je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il vous donne de base les icônes de Cupertino, donc c'est-à-dire les icônes iOS. Donc si toutefois vous n'utilisez pas les icônes iOS, enlevez-le, parce que sinon ça ne servira à rien. Et donc voilà, tout simplement, ce qu'il faut retenir, pubspec.yaml, vous rajoutez les dépendances à l'intérieur, et ça le fait. Et ce sera de la magie, ça va les ajouter tout seul dans votre code, c'est génial. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne un exemple. Je suis sur l'authentification Firebase, je vois qu'il faut que j'ajoute cette dépendance, je la copie-colle, et c'est terminé. En termes de gestion des versions, donc là si vous voyez en bas, je dis que je veux la 0.5.3, mais il y a plein de manières en fait de dire quelle version est-ce qu'on veut comme dépendance. Donc pour ça, il y a plein d'annotations différentes, des supérieurs, des inférieurs, bref, au cas où, vous savez qu'il y a ça qui existe. De préférence, évitez le any, parce que si toutefois vous lancez votre application 2 ans après et qu'il y a eu plein de mises à jour, ce serait embêtant. Mais surtout, en fait, ce qu'on va utiliser plutôt en Flutter ou en Dart, c'est le fait de dire qu'on est dans une plage. Donc là, par exemple, l'authentification Firebase, je dis que s'il y a une version 0.5.4, 0.5.5, je l'accepte. Par contre, si c'est une 0.6, je ne la veux pas. Et ça, c'est pratique de dire, en fait, les versions mineures, je suis OK pour les avoir. Par contre, si c'est une version supérieure, je ne la voudrais pas. Et cette annotation que vous voyez en haut, elle peut être simplifiée
sur le format d'en dessous en simplement rajoutant le petit circonflexe qui veut dire exactement la même chose que ce que vous avez écrit au-dessus. Donc là, jusqu'à présent, je vous ai expliqué comment est-ce qu'on récupère des dépendances sur le site officiel. Mais bon, on sait tous que quand on développe des applis pour des clients, il y a certaines dépendances qu'ils veulent garder pour eux. Donc, sur le pubspec.yaml, on peut définir un repo privé, ce qui est plutôt pratique. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut donner un git, et sur ce git, vous allez pouvoir pointer vers un commit, vers un tag ou une branche. Alors pourquoi est-ce que ça peut être intéressant ce genre de cas? Je vais vous en donner un. Moi par exemple dans l'application que je développais, j'utilisais la bibliothèque qui permet de récupérer la localisation de l'utilisateur. Et en fait sur Android, il y avait un problème, c'est que quand la pop-up pour afficher la permission s'affichait, il ne me répondait jamais de résultat sur la partie en Dart. Alors que je voudrais savoir si c'est OK ou c'est pas OK. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En toute logique, j'ai été gentil, j'ai fait une pull request. Mais le développeur, il a tardé à valider ma pull request. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai forqué le repo officiel, j'ai fait mes modifs, et du coup j'ai pointé vers mon Git à la place. Ça se fait très simplement comme ça. Et aussi, autre possibilité, vous pouvez pointer vers un dossier en local. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer des dépendances? Si vous êtes sur IntelliJ, c'est pas très compliqué. Il y a deux boutons en haut. Si vous êtes en ligne de commande, vous avez ces deux commandes-là. Le get, qu'est-ce qu'il fait? C'est si vous manque des dépendances, il va les récupérer. Le upgrade, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Si il existe des versions plus récentes, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il va les récupérer et les mettre dans l'application. Alors maintenant, je vais vous parler justement de ce qui se trouve sur le repo officiel. Donc, alors je ne sais pas exactement combien il y a de dépendances au total pour Flutter. Je crois que c'est plusieurs centaines, mais bon, je pense que ça devrait être à peu près vrai. Donc, par exemple, on va retrouver un certain nombre de... En gros, pour tout ce qui est Firebase, vous allez le trouver facilement. Il manque quelque chose qui, moi, me chagrine un peu, c'est toute la partie Crashlytics aujourd'hui. Sur la partie des données, vous pouvez faire du SQLite, vous pouvez faire stocker des valeurs via les préférences ou les NS User Defaults. Pour la partie des comptes, moi je vous donnais l'exemple de l'authentification Firebase. Si vous utilisez l'authentification via Google, via Facebook, via Twitter, ça c'est fait automatiquement. Et surtout, ça utilise bien l'authentification en passant par l'application. Ça n'affiche pas une WebView toute dégueulasse qui vous demande le truc. Et dans la partie autre, je vous en ai donné un certain nombre, c'est absolument pas exhaustif, mais voilà, il y a du flux, il y a du Redux, il y a du RX, il y a plein d'autres choses. Ensuite, je vous en donne quelques autres, juste pour que vous ayez un ordre d'idée, mais ça, c'est absolument pas représentatif de ce qu'il y a sur ce qui est disponible. Ça, je crois que c'est donc toute une partie graphique et qui en plus est animée. C'est disponible depuis une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Donc voilà, si votre application a la fiche des graphiques, vous n'avez pas besoin de le coder vous-même, quelqu'un l'a fait pour vous. Ensuite, ça c'est un développeur français qui a fait les deux. Donc dans un premier cas, c'est une grille dont la taille des éléments est différente à chaque fois. Et le second, c'est faire de la parallaxe. Et c'est faire de la parallaxe sur n'importe quel widget, pas forcément des images, ce qui est plutôt sympa. Et aussi, ouais, ça s'est démarré. Donc là, vous avez même un moteur de jeu 2D qui existe. Et ça vous donne un truc plutôt sympa. Et je reviens sur un truc que vous parliez tout à l'heure, les applis PC, les applis machin. Pour info, sur le repo Git, il existe... on a la possibilité de faire tourner du Flutter sur Linux et sur Mac. C'est encore en expérimental, mais en tout cas sur ces deux plateformes, on peut arriver à faire fonctionner quelque chose. Et donc c'était tout ce que je voulais vous montrer normalement sur la partie des dépendances. Donc bien évidemment, la liste que je vous ai montrée, elle n'est pas exhaustive, sinon on aurait passé la soirée ensemble. Alors maintenant, pour terminer, et pour en fait conclure un peu ce soir, c'est est-ce que ça vaut le coup de passer à Flutter ou pas? Est-ce qu'on vous a vendu du vent toute la soirée? Ou alors, est-ce que c'est pas le cas? Donc, au début, je vous ai dit, moi j'ai des clients qui
parce que leur application, elle rentre très bien dans Flutter, ça a beau être une bêta, l'application, on va pouvoir la sortir sans aucun problème. Mais qui dit bêta dit toutes les fonctionnalités ne sont pas encore là. Alors, vous avez la version sur le Git où vous pouvez regarder les je ne sais pas combien d'issues et les regarder les unes après les autres et voir si vous êtes dans ce cas, ce qui risque de vous prendre un peu de temps. Sinon, en fait, d'une manière plus générale, quand la bêta de Flutter a été annoncée, eux ont précisé que ces éléments-là allaient bientôt être implémentés. Dans un premier temps, donc c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir une application Android, une application iOS, et en même temps d'y connecter du Flutter. Donc ça, c'est possible aujourd'hui, mais en gros, ils aimeraient améliorer la manière dont c'est fait. Ce qui est l'API de routage, alors jusqu'à présent, dans la démo qu'on a eue, on n'avait qu'un seul écran. Mais bien évidemment, on va avoir plusieurs écrans dans une application. Donc ils veulent légèrement améliorer ça, notamment je crois, sur le passage de paramètres, que ce soit un peu plus simple aujourd'hui. Je vais faire dans le désordre. Pour ce qui est de la taille, ça, c'est ce qui peut vous faire tiquer aujourd'hui. Donc il y a un post sur Medium qui s'est amusé à comparer les tailles des différentes applications pour un Hello World. Et c'était donc pour une application Android. En Java, ça faisait 540 kilooctets. En Kotlin, ça en faisait 550, donc à peu près la même chose. En React, on passait à 7 mégas. Et en Flutter, on passait à 7 mégas et demi. Donc, qu'est-ce qu'il faut lire derrière réduire la taille du moteur? C'est que Google est au courant que 7 mégas et demi, ça fait beaucoup pour un Hello World, et que donc ils vont essayer de faire en sorte de réduire cette taille, parce que c'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Ce qui peut vous freiner aujourd'hui, avant de basculer vers Flutter, c'est la partie WebView et la partie Maps. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'existe pas de vrai widget qui gère les WebView ou une carte Google Maps. La partie Google Maps, il y a un truc expérimental. Les WebView, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, si votre application elle affiche principalement une carte, il va falloir attendre parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et pareil pour la WebView. Juste un petit truc, il y a quelques jours, le compte Twitter de Flutter s'est amusé en fait à envoyer un sondage aux développeurs et en disant qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir comme fonctionnalité prochainement. Donc en gros, dans la liste que vous voyez ici, c'est un peu une liste un peu plus exhaustive que ce que je vous montrais tout à l'heure sur ce que Google compte travailler. Donc ça se rejoint, hein, mais voilà, il y a quelques éléments, notamment par exemple sur la partie documentation exemple, où parfois ça peut être un peu léger. Maintenant, qu'on vous ait convaincu ou pas de faire du Flutter, en tout cas ce qu'on vous conseille, c'est de regarder ces ressources-là. Donc en gros, Flutter Rocks, Flutter Institute, c'est des tutos. Sergey and Replace, c'est un site web d'un Google Developer Expert, un GDE. Et lui, ce qu'il s'est dit, c'est je prends un design qu'il prend sur Dribbble et il se dit comment est-ce que, étape par étape, je fais pour le créer en Flutter. Et c'est plutôt sympa parce que ça nous permet vraiment de découvrir comment est-ce que Flutter marche, comment est-ce qu'on va arriver à créer la vue comme il faut. Sinon, vous avez les Code Labs de Google qui sont pour le coup bien foutus. C'est en gros comme ça que j'ai appris à faire du Flutter. Et vous avez aussi une mailing list, une newsletter, pardon, une newsletter qui est hebdomadaire sur laquelle vous avez toutes les infos. Pour juste terminer, au cas où, il existe une extension Chrome qui vous permet dans Chrome en fait, de chercher automatiquement dans la doc Flutter. Si ça peut vous être utile, vous le savez. Donc voilà, c'était tout ce que moi j'avais à vous présenter ce soir. Est-ce que vous avez des questions ou pas? 2 questions. Pas plus. Merci beaucoup. Non, il faut l'allumer. Ouais. Merci. Du coup, la question c'était comment on gère les tailles, par exemple si on est sur smartphone ou sur tablette, par exemple pour ajouter des margines en fonction de la taille de l'écran. Alors, tu as plein de manières différentes de le faire. Notamment, tu as un truc qui s'appelle Media Query, sur lequel tu peux savoir, en fait, tu peux faire des pourcentages, des choses comme ça.
Voilà. Après, moi pour le moment j'ai fait juste des applis pour téléphone, donc j'ai pas eu trop la problématique. Donc voilà, je te réponds peut-être un peu à côté, mais c'est à peu près ça. Merci. Petite question à propos des strings. Comment on fait pour récupérer des strings localisés dans l'application en Dart? Est-ce qu'on doit à chaque fois passer par les codes Java, ce qui doit être un peu horrible? Non, non, tu peux faire ça uniquement en Flutter. Alors c'est pas très très bien foutu. Du moins pour être un développeur Android, si j'avais une petite critique à faire sur Flutter, c'est en gros les ressources. C'est beaucoup moins simple que sur Android. Pour l'internationalisation, en gros, il y a tout un tuto, du moins il y a toute une manière de faire, mais ça se fait bien sur le code en Dart, parce que sinon, dans ton cas, il faudrait le faire sur Android et sur iOS. Là, non, tu le fais vraiment sur la partie en Dart. Et on peut aussi gérer la taille d'écran avec les ressources Dart? Dans ton code, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est vraiment dans le code. C'est pas comme sur Android où tu dis, tu le mets dans un dossier et automatiquement ça l'affiche. Au niveau tooling, on n'a pas vu, je sais pas s'il y a un éditeur graphique pour faire tout ce qui est UI. Non. Du moins, si tu parles de ce qui existe sur iOS ou sur Android où tu as un drag and drop, la réponse est non. Mais en gros, dans IntelliJ, le principe de Flutter, c'est que tu vas vraiment avoir un arbre très très long et tu vas pouvoir visualiser facilement cet arbre. Mais en soi, avoir un vrai éditeur, non. À moins qu'il y ait des nouvelles versions du plugin qui soient sorties, mais non. Merci. Merci à vous.